Bonjour à tous, bienvenue dans le 13h de ce mercredi 15 août. C'est le jour de l'Assomption, la célébration de la mort, la résurrection, l'entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse Vierge Marie. Les chrétiens de Côte d'Ivoire immortalisent cette journée par des veillées de prière, processions et messes spéciales dans les églises. Le nouveau ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions a entamé une série de visites à des structures sous sa tutelle. Gilbert Kafana Koné entend prendre contact avec ses collaborateurs pour une bonne coopération. Il est en prison, mais il veut briguer un mandat présidentiel. L'ancien président brésilien Lula da Silva va déposer aujourd'hui à Brasilia sa candidature, même si elle risque fort d'être invalidée par le tribunal supérieur électoral. Merci de suivre ce nouveau journal sur RTI 1. Les chrétiens célèbrent aujourd'hui l'Assomption, la montée de Marie au ciel. Les fidèles des paroisses Saint-Luc des 220 logements et Saint-Jacques des 2 plateaux ont commencé la célébration ce matin par une procession avec la Vierge Marie avant le début de la messe en son honneur. Patricia Omouetia. Préservez-nous du feu de l'enfer. À Djamé, 220 logements, une procession avec la Vierge Marie, accompagnée par des chants et des louanges. La Vierge Marie est portée par 6 hommes, des fidèles de la paroisse Saint-Luc des 220 logements. Quand la procession arrive à destination, à l'entrée de la paroisse, les fidèles sont dans la joie. Dans l'église, l'installation de la Vierge Marie se fait sous des ovations et des acclamations. Cette immense joie ressentie par tous les fidèles catholiques ce 15 août est le signe de la solidarité des chrétiens qui honorent la Sainte Vierge Marie. Nous disons merci à Dieu pour cette grande femme qui a donné la vie au monde entier pour que nous puissions nous aussi être dans la joie parce que dans le secret de son cœur, elle fait beaucoup pour l'humanité. Pour le curé de la paroisse, la fête de l'Assomption est une étape très importante dans la vie de l'Église. La Vierge Marie, dans son Assomption, est le gage que Dieu nous donne pour dire que ce qu'il a dit n'est pas simplement des paroles en l'air, mais une promesse qui va se réaliser. La Vierge est la première de racheter. Toujours selon le Père Ambroise, curé de la paroisse Saint-Luc des 220 logements, l'on associe souvent l'Assomption de Marie avec l'ascension du Christ. Les mots se ressemblent et dans les deux cas, il y a une montée mystérieuse au ciel dans la gloire de Dieu. Dans les paroisses de l'église catholique de Boaké, les fidèles chrétiens vivent la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. L'officiant de la messe de la cathédrale de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, le Père Amani Kwame Nikez, a exhorté les fidèles à suivre les principes de vie de Jésus afin d'être sauvés comme Marie, sa mère. Charles Tatou. À la cathédrale de Boaké, les fidèles chrétiens ont commémoré la montée de la Vierge Marie au ciel. L'officiant de la messe marquant la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie, l'abbé Amani Kwame Nikez, a invité les fidèles catholiques à suivre l'exemple de la Vierge Marie afin d'être sauvés comme elle. La vie de Marie est une vie attachée à celle du Christ. Marie n'est Marie qu'avec le Christ. La solennité de l'Assomption était vécue par les chrétiens. Mais ce n'est que plus tard que l'Église, de façon officielle, a défini ce dogme. Ce dogme a été défini d'abord par le pape Pie XII le 1er novembre 1950. Dans les autres paroisses catholiques de Boaké, la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie a été vécue aussi par les fidèles chrétiens. Quel est le sens de cette fête de l'Assomption? Quelle place elle occupe dans la vie des fidèles chrétiens? Grâce Kando. Sanctuaire marial à Notre-Dame d'Afrique à la cité Fermont dans la commune d'Atekoubé. Dans ce lieu, nous rencontrons Marie et Maëva. Ces 2 adolescentes, bouquets de fleurs en main, se dirigent vers la statue de la Vierge Marie pour lui confier leurs intentions de prière. La Vierge Marie, elle est magnifique. Elle fait beaucoup de merveilles pour moi. Comme l'enceinte est bientôt, donc j'ai décidé de lui apporter un pot de fleurs. Je vais lui confier mes intentions au travers de cette rose-là, pour qu'elle se souvienne encore de moi. Pendant que certains fidèles offrent des bouquets de fleurs à la Vierge Marie,
D'autres allument des bougies. Je suis venue allumer le siège à l'honneur de la Vierge Marie pour lui dire merci pour toutes les grâces, le bonheur et le succès. La fête de l'Assomption marque l'élévation et le couronnement de la Vierge Marie au ciel par Dieu. Les chrétiens ont toujours proclamé la bienheureuse Vierge Marie comme en partageant la gloire de son Fils au ciel. Alors, au soir de sa vie terrestre, elle a été emportée, élevée au ciel. Marie est comme une torche, un signe vivant, un signe divin pour nous dire, voici l'homme, voici ce à quoi nous devons ressembler. Tous les dévots de Marie, tous les enfants de Marie, il n'y a pas que les catholiques, il y a des musulmans, les autres confessions religieuses, tous ceux qui aiment Marie viennent communier avec nous. Nous venons lui confier notre pays, nous lui confier nos soucis familiaux, lui confier nos angoisses, nos peurs, lui confier un peu toutes les difficultés de notre vie. C'est en 1950 que le dogme marial de l'Assomption a été proclamé par le pape Pie XII. Une semaine après l'Assomption, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire va célébrer la Tabaski. La date du 21 août a été annoncée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites. La déclaration avec Paras Reconnaît. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, COSIM, et le Conseil des imams sunnites, CODIS, informent la communauté nationale que sur la base de la déclaration du Haut Conseil judiciaire des Oulémas du Royaume d'Arabie Saoudite, la station d'Arafat aura lieu, Inch'Allah, le 9 Zulhijja 1439 Hijr, correspondant au lundi 20 août 2018. Par conséquent, la fête de Tabaski sera célébrée en Côte d'Ivoire le mardi 21 août 2018. L'ensemble des imams de Côte d'Ivoire souhaitent une bonne et heureuse fête de Tabaski à toutes et à tous. Niye kibaro yaye kabo anya limam tomba flafe no ye kozim ye ani kodis ka yira sramauna kuna la sonama tenen nata obena ke arafai no be ben uti kalo tele muama olasa Siriba, ambebe mi konona, obe na ke taratalon, obe ben uti kalo, tere mouan anikele. Olasa limamou ba fola, slamon bela janima, kwa sambe, kwa la sangwere diama, ka sanhera shaya, ni jamana ka sumaye. Le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a visité le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, le SAMU, service d'aide urgente, et aussi la nouvelle pharmacie de la santé publique, Ami Sissoko. La proximité pour s'imprégner des réalités dans les établissements sanitaires. Depuis son entrée au gouvernement, le ministre Eugène Akaoulé ne cesse de visiter les établissements sanitaires sous sa tutelle. Première étape ce mardi, le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de Cocody, un centre spécialisé dans le traitement de cancer. Face au ministre, les responsables de la structure dressent un bilan sommaire après 8 mois de fonctionnement. Nous avons ouvert le 25 janvier. Les chiffres, au 13 août, nous avions 735 patients qui ont visité ce centre. Nous avons autour de 150 patients en radiothérapie. Nous avons eu plus de 400 chimiothérapies, plus de 2000 consultations. Donc oui, nous voulons continuer de renforcer la capacité d'accueil de ce centre. Après le centre de radiothérapie, cap sur le SAMU, le service d'aide médicale urgente. Ici, le ministre de la Santé se rend compte de l'état des 3 services de cette structure, les Grands Brûlés, le centre d'appel et le centre d'hémodialyse. Dans ce dernier, la visite du ministre était une aubaine pour ce malade. Mais moi, j'ai dit au ministre, ils doivent nous mettre dans des assurances pour que nous puissions payer nos médicaments. Le directeur du SAMU n'a pas manqué de souligner des doléances. Si les budgets sont conséquents, il n'y a plus de problème. L'hémodialyse, il faut créer d'autres centres à travers la Côte d'Ivoire. Il faut développer aussi les services ambulances. Au niveau des Grands Brûlés, il faut du matériel, il faut des médicaments. La visite du ministre de la Santé s'achève à la nouvelle pharmacie de santé publique à Trècheville. Là, il veut s'assurer de la disponibilité des médicaments. C'est trop facile
de faire l'inventaire d'une maison quand vous n'êtes pas à l'intérieur de la maison. Donc c'est une première. Deuxièmement, jouer la proximité avec les acteurs du système de santé, échanger avec eux et partager une vision commune. Le ministre Eugène Akaolé souhaite la décentralisation de certains services. Il annonce aussi que des visites inopinées auront lieu pour vérifier l'effectivité du travail. Le nouveau ministre auprès du président de la République chargé des relations avec les institutions s'est lui aussi rendu dans les structures avec lesquelles il aura à travailler. Pour Gilbert Kafana Koné, ce sont des visites de prise de contact pour une bonne collaboration. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Gilbert Kafana Koné, le nouveau ministre chargé des relations avec les institutions au contact des structures dont il est désormais le porte-voix. En 2 jours, 4 institutions visitées, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, la Commission électorale indépendante, le médiateur de la République et la Grande Chancellerie nationale. Une visite certes, mais une occasion pour les responsables d'institutions d'émettre leurs préoccupations au ministre. L'Académie a besoin d'être soutenue. L'Académie, finalement, c'est le symbole de la puissance intellectuelle et scientifique d'un État. Et une grande nation comme la Côte d'Ivoire doit avoir l'Académie de son rang. Et je crois que le ministre Kafana a tout à fait compris. Pour Gilbert Kafana Koné, ces rencontres lui permettent de s'imprégner des différents agendas de ces structures de la République pour une bonne collaboration. Je peux dire que les choses se sont passées très bien jusqu'ici. J'ai été bien accueilli partout et j'ai senti la disponibilité des uns et des autres pour que nous allions ensemble accompagner le gouvernement et faire en sorte à ce que la Côte d'Ivoire demeure un des pays enviés en Afrique et qui soit un pays où les institutions fonctionnent correctement. Conformément à sa feuille de route, Gilbert Kafana Koné a pour mission de vulgariser les institutions de la République, le faire en s'appuyant sur les différentes activités de celles-ci. Nos droits, nos vies, notre avenir, un projet de l'UNESCO en partenariat avec le ministère ivoirien de l'Éducation nationale. Il vise le renforcement de l'action du gouvernement ivoirien, notamment dans les domaines de la santé sexuelle reproductive. Sephora Zegui et Patricia Omouetia. Les grossesses précoces et non désirées, le VIH ou encore les violences de genre en milieu scolaire sont autant de problèmes qui entravent l'accès à l'éducation. Pour exemple, pendant l'année scolaire 2017-2018, l'on a enregistré 4137 cas de grossesse, des chiffres qui interpellent la communauté éducative de Côte d'Ivoire. Pour relever ces défis en matière d'éducation et de santé qui constituent un frein au bien-être des jeunes, l'UNESCO a mis en place un programme dénommé Our Rights, Our Lives, Our Future, en français, Nos droits, nos vies, notre avenir. Une rencontre est initiée entre l'UNESCO et les partenaires du système éducatif ivoirien pour le vulgariser. Il s'agit pour nous de faire en sorte qu'on puisse fédérer les efforts et ensemble, chacun selon son secteur, arriver à mener des actions qui vont réellement conduire à la réduction du nombre de grossesses. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle voit en ce programme un outil efficace pour résorber les problèmes liés à l'éducation. Grâce à l'UNESCO, le ministère va disposer désormais d'outils pertinents pour accentuer la lutte contre ces fléaux qui gangrènent dangereusement l'éducation de nos jeunes filles. Soutenu par le gouvernement suédois et d'autres partenaires, ce projet veut répondre aux défis que rencontrent les pays d'Afrique subsaharienne. Dans le monde agricole, une compétition de développement d'applications informatiques a mis aux prises 14 équipes. Le projet vainqueur porte sur la création d'une plateforme de gestion du système d'irrigation et d'entretien des rizières et des maraîchers. Nadia Edja et Cheikh Koné. Ils sont les heureux gagnants de cette première édition du CIV Agri-Arc, un concours de développement d'applications informatiques initié pour répondre aux défis du secteur agricole ivoirien. Des émotions, mais aussi du soulagement pour l'équipe Gaji, qui a dû travailler d'arrache-pied pour se hisser au-dessus des 13 autres finalistes avec son projet Glogler.
une plateforme de gestion du système d'irrigation et d'entretien des rizières et des maraîchers. Nous sommes très heureux. Il faut déjà dire que ce n'était pas facile. L'organisation à notre niveau a été vraiment compliquée, mais par la grâce de Dieu, le travail a payé et aujourd'hui nous sommes vainqueurs. En plus des lots en nature et en espèces, chacune des équipes lauréates bénéficiera d'un suivi en vue de parachever et lancer son projet. Une expérience enrichissante pour ces jeunes de 18 à 35 ans. On a travaillé sur une application mobile qui permet à l'agriculteur de faire lui-même son propre engrais à partir de tous les déchets organiques environnants. Alors, il pourra faire aussi son pesticide et ce, à partir des produits locaux. C'était une belle expérience. Nous, on se considère comme étant les gagnants. Issus des villes de Daloa, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et Abidjan, les 14 équipes finalistes ont été sélectionnées sur la base de l'originalité et l'efficacité de leur projet. Co-parrain de la cérémonie, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et celui de l'économie numérique et de la Poste ont félicité les porteurs de projets. Chers jeunes, vous êtes aujourd'hui le symbole de monde en mutation. Un monde numérique où l'intelligence est au début et la fin du processus de vie. Un monde dans lequel le numérique transforme la société et facilite la vie des hommes partout. Je voudrais vous dire à quel point vous faites notre fierté. Je voudrais annoncer ici que pour la 5e édition du Sahara 2019, le thème qui a été retenu est celui de l'innovation, de l'agriculture intelligente. Je vous exhorte à vous préparer à une compétition qui sera cette fois-ci africaine. Le CIV Agri-Art est une composante du projet de solutions numériques pour le désenclavement des zones rurales et le e-agriculture, PSNDA, soutenu par la Banque mondiale. De l'innovation dans le domaine agricole, de l'innovation également dans le quotidien des personnes retraitées de Côte d'Ivoire. Le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, a permis à 250 retraités de faire du tourisme. Ils ont découvert la baie des milliardaires, un site touristique de l'île Boulé très prisé en Côte d'Ivoire. L'objectif est bien sûr de se distraire, mais surtout de prôner une retraite active épanouie des personnes du troisième âge. Patricia Omouetia. Sortie découverte et voyage touristique en faveur des personnes du troisième âge. Objectif, leur permettre de se rencontrer, de s'épanouir et de rester en bonne santé. Et pour maintenir cette qualité de vie, l'Université du troisième âge du FIDRA, le Fonds international pour le développement de la retraite active, a initié une journée récréative à la baie des milliardaires, l'un des sites touristiques les plus fréquentés de notre pays, situé à environ 25 km au nord-ouest d'Abidjan. Îlot sableux et ensoleillé, la baie des milliardaires affiche fièrement son potentiel naturel aux 250 retraités. Nous souhaiterons qu'il y ait toujours ces gens de sortie de l'université de troisième âge parce que nous en avons besoin. À cet âge-là, nous avons besoin de découvrir et de respirer de l'air frais. J'entendais parler de l'île Boulé. Et le FIDRA m'a donné cette occasion de découvrir cet endroit touristique merveilleux. Certains n'ont pas boudé leur plaisir. Ils ont pris part aux diverses activités ludiques, animations sportives, concours de cuisine, rencontres, discussions. Les gagnants ont été récompensés. Au thème de cette journée récréative, certains préfèrent piquer un saume, pendant que d'autres reprennent des forces. Voilà, il s'agit donc de permettre aux personnes du troisième âge de bénéficier d'une retraite active et épanouie. Mais les étudiants ivoiriens qui évoluent en Russie arrivent-ils à s'épanouir? Au-delà de l'expertise dont ils bénéficient en territoire russe, ils ont bien des obstacles à franchir, le froid glacial, la barrière de la langue et aussi les coûts de formation. Serge Koléa nous propose un sujet sur la vie des étudiants ivoiriens à Moscou. Université russe de l'amitié des peuples à Rouden, Moscou. Plus de 20 000 étudiants originaires de 150 pays s'y côtoient tous les jours. Parmi eux, 87 jeunes Ivoiriens. Mamadou Diomandé, doctorant en géologie régionale, Paolo Boli, en deuxième année de PhD de médecine vétérinaire,
font office d'anciens après 8 années d'études en Russie. On est obligé d'avoir un soutien venant de la famille, financier que moral. Moi, présentement, je vis à Troyes. J'ai un voisin libanais et j'ai un voisin tchétchène. Il y a le mode de vie russe. Au début, c'est très dur et avec le temps, on arrive à s'adapter. Les seuls étudiants qui arrivent à s'en sortir ici, le plus souvent sont les étudiants angolais, tanzaniens et sud-africains. Parce qu'eux, ils ont une très grande aide venant du gouvernement. Et en ce qui concerne les autres étudiants, c'est vraiment difficile. Par exemple, il y a une étudiante ivoirienne qui s'est fait opérer. J'ai été obligé d'appeler les étudiants ivoiriens pour qu'on se cotise entre nous afin de l'aider à pouvoir s'acheter les médicaments. Eric Niaoré, lui, étudie la mécanique des fluides. Il totalise 2 ans de présence dans ce pays au climat rigoureusement glacial. C'est un premier choc. Quand on quitte Abidjan, quand on arrive ici, là-bas il fait chaud, ici c'est carrément le contraire, il fait froid. C'est très difficile. On a souvent même envie de retourner à Abidjan, on se sent dépaysé. Le premier interlocuteur pour ces étudiants ivoiriens reste l'ambassade de Côte d'Ivoire en Russie, qui essaie de les aider à étudier dans les meilleures conditions. Il y a des étudiants qui sont boursiers de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a des étudiants qui sont boursiers de l'État russe, parce que nous avons une très belle coopération scientifique avec la Russie, qui nous octroie entre 20 et 30 bourses chaque année. Pour étudier en Russie, la majorité des étudiants bénéficient d'une bourse. Cependant, ces bourses s'avèrent insuffisantes, selon les étudiants, pour couvrir toutes leurs charges. Il y a la cité qu'il faut payer, il y a l'assurance, il y a les coûts. Il faut se vertir, il fait très froid ici. Les prix augmentent chaque année et État ivoirien comme État russe, la bourse n'augmente pas. Le minimum, c'est 5 000 roubles à 7 000 roubles, alors que nous recevons environ 1 500 roubles par mois. Pour Eric Niaoré, la tâche est beaucoup plus difficile. Bon, il y a certains étudiants, dans mon cas, qui ne sont ni boursiers de l'État de Côte d'Ivoire, ni boursiers russes. Moi, ma scolarité fait 3 millions de francs CFA. Et c'est la famille qui est obligée de joindre les deux bouts pour pouvoir m'envoyer les frais de scolarité. Donc, je travaille dans mes temps libres dans un restaurant qui me permet d'avoir juste de quoi à faire les déplacements, à me nourrir et aller en cours. Boursiers ou pas, les étudiants sont obligés de chercher de petits boulots pour compenser le déficit financier, même si la loi russe le leur interdit. Le simple fait d'être étudiant, tu n'as pas un permis direct de travail. Ce ne sont que des sous-boulots que tu te permets de faire. Tu vas arrêter dans le froid et après tu dois rentrer à la maison tout fatigué, il y a les médicaments à acheter, vu qu'en Russie, pendant la période de froid, ça te demande beaucoup de manger, de prendre des vitamines. Malgré toutes les difficultés, les étudiants ivoiriens font honneur à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens font partie de nos meilleurs étudiants. Ils sont dynamiques et actifs du point de vue académique et social. Depuis la création de l'université, nous avons formé plus de 300 ingénieurs, scientifiques et cadres ivoiriens. Après leurs études en Russie, la grosse incertitude pour ces diplômés demeure leur intégration une fois rentrés au pays. Je suis rentré en Côte d'Ivoire pour faire mon équivalence. L'année passée, j'ai eu mon diplôme de médecin et je voulais m'inscrire à l'ordre des médecins vétérinaires. Et vraiment, ça n'a pas été facile. On me demande des documents qu'à d'autres étudiants venant de d'autres pays qu'on ne pose pas. On souffre ici, on se bat. Et tu rentres au pays, on te fatigue encore dans l'administration. Nos diplômes sont difficilement acceptés. Pourtant, là aussi fait partie des meilleurs pays au monde qui forment en matière de médecine et de technologie. Nos dévanciers qui ont déjà fini, tu appelles, ça fait déjà 2 ou 3 ans, ton doyen est à Abidjan, il te dit que vraiment mon petit, ça va pas, je n'arrive pas à m'insérer, je travaille toujours pas. Ça ne motive pas déjà ceux qui sont là à rentrer. Ça fait que la plupart des étudiants ivoiriens ici, pour ceux qui en ont les moyens, vont en France ou dans d'autres pays pour continuer ou se trouver du boulot. Réussir ses études en dépit de tous les obstacles, telle est la devise des étudiants ivoiriens en Russie, à l'image de Mamadou, Paolo et Eric.
Sur la scène politique ivoirienne, on a noté hier mardi l'ouverture de la réception des dossiers de candidature à l'élection des conseillers municipaux et des conseillers régionaux par la Commission électorale indépendante CEI. 15 box ont été installés pour enregistrer les candidatures des élections locales dans 201 circonscriptions et 31 régions. Date de fermeture, mercredi 29 août. Soro Wojontele et Herman Guivé. Arrière-cour de la commission électorale indépendante, des box installés, une quinzaine environ, pour accueillir les dépôts de candidatures pour l'élection des conseillers régionaux et municipaux. Reçus à ces box, de potentiels candidats venus se renseigner sur les dossiers à fournir pour pouvoir faire acte de candidature. Nous avons l'intention de présenter une liste lors des prochaines municipales. Donc à cet effet, pour ne pas qu'on soit en contrefait avec ce qui va se passer à la CEI, donc je me suis rendu physiquement pour prendre des renseignements afin de constituer nos dossiers pour les municipales prochaines. Je suis satisfait, ils m'ont dit de passer au cyber, puis je fais sortir les documents. Et comme ça, quand je vois ma tête de liste, on verra ce qu'on va faire ensemble. Nous sommes là pour prendre les informations puisque nous en avons besoin pour pouvoir constituer nos dossiers. Le vice-président de la commission électorale indépendante, la CEI, Koné Sourou, nous renseigne sur les critères de sélection et d'acceptation des dossiers de candidature. On souhaite que les dossiers soient complets. L'ensemble des pièces à fournir est sur notre site, que les candidats peuvent consulter. Et il y a également sur le site le nombre de conseillers parce que c'est extrêmement important. Vous devez envoyer un dossier complet avec le nombre de conseillers régionaux pour les régions et le nombre de conseillers municipaux. Cette année, les chiffres ont varié par rapport à ce que nous avions avant à cause du recensement général de la population qui a eu lieu en 2014. Donc il faut que les candidats fassent attention, qu'ils aillent sur le site, qu'ils regardent le nombre de conseillers pour pouvoir constituer un dossier qui ne sera pas rejeté dans les box. Le dépôt des candidatures ouvert ce mardi 14 août 2018. La liste définitive des candidatures acceptées sera connue 10 jours après la fermeture des box d'enregistrement. Les élections locales, municipales et régionales sont programmées pour se tenir le 13 octobre 2018. Au terme de ces élections seront élus 201 maires et 31 présidents de conseils régionaux en Côte d'Ivoire. Élection présidentielle au Mali, c'est la guerre des tendances à Bamako, la capitale, entre les camps du candidat sortant Ibrahim Boubacar Keïta et de son adversaire Soumaïla Cissé. Chaque camp proclame déjà sa victoire depuis les différents quartiers généraux, mais tout le monde reste dans l'attente des résultats du ministère de l'administration territoriale. Sidonie Davila, envoyée spéciale de la RTI au Mali. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Les deux camps revendiquent la victoire du second tour de la présidentielle au Mali. Au lendemain du vote, le camp de l'URD, Union pour la République et la démocratie, crie à la fraude électorale et rejette à l'avance les résultats non encore proclamés par le ministère de l'administration territoriale. À la nouvelle région de Ménaka, IBK, 9865 voix, Soumaïla Cissé, 1158. Tarkent, comme la dernière fois, comme au premier tour, 9950 voix pour IBK. Et Soumaïla Cissé, une voix. Ce sont ces exemples que nous avons pris pour dire très clairement, nous rejetons ces résultats caractérisés par le bourrage d'urne. Du côté de l'adversaire, l'Alliance Ensemble pour le Mali, les chiffres en sa possession donnent pour vainqueur Ibrahim Boubacar Keïta. L'Alliance Ensemble pour le Mali s'insurge contre les allégations de fraude qui sont proférées par certains. Concernant les premières tendances, les résultats issus du système de centralisation de notre QG de campagne indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable.
Dans un climat déjà fragilisé par la crise sécuritaire au Mali, les observateurs internationaux appellent à la retenue des candidats avant la proclamation officielle des résultats qui devraient être disponibles d'ici à vendredi prochain. Merci Sidonie Davila, envoyée spéciale de la RTI au Mali. Au Brésil, c'est aussi la polémique autour de la présidentielle avant même le vote. L'ancien président Lula da Silva, en prison depuis 4 mois, compte bien être candidat pour octobre prochain. Sa candidature doit être déposée aujourd'hui à Brasilia, mais elle risque fort d'être invalidée. Les partisans de Lula se donnent en effet rendez-vous pour faire pression sur le tribunal supérieur électoral. C'est lui qui reçoit les candidatures et qui doit statuer, homologuer ou les rejeter. L'attaque à la voiture bélier perpétrée hier devant le Parlement à Londres est traitée comme un acte terroriste. 3 personnes ont été blessées. Le conducteur détenu par la police ne coopère pas. La priorité est donc de rechercher son identité et aussi son mobile. L'homme âgé d'une vingtaine d'années conduisait très vite, près de 80 km à l'heure, soit le double de la vitesse autorisée aux abords du Parlement, de quoi plaider pour un choc délibéré. Et voilà, c'est tout pour ce 13h, le 13h de ce mercredi, jour de l'Assomption. Bonne fête à tous sur RTI 1.